Bonjour à tous, je suis Simon Ferrandou, organisateur du week-end culturel Avant sur l'Égypte ancienne. Je suis poète, écrivain et chercheur indépendant. Je mène des recherches sur l'origine de la civilisation. Et je m'apprête à faire une interview de mon cher confrère Dibombari Mbok, interview qui, j'en suis sûr, se révélera riche, intense et peut-être étonnante. Bonjour Dibombari, pourrais-tu te présenter brièvement s'il te plaît? Alors, mon nom est Dibombari Mbok, auteur, écrivain, conférencier d'origine camerounaise, vivant actuellement au Canada. Mon champ d'expertise en fait regroupe, si je puis dire, toute façon, les humanités fondamentales, donc les relations que l'Égypte antique entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. C'est principalement dans ce champ que je me suis spécialisé et c'est un peu la raison de notre rencontre aujourd'hui. Nous savons tous ce que sont les humanités classiques gréco-romaines. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les humanités fondamentales africaines? Alors, quand on parle d'humanité fondamentale africaine, effectivement, c'est pour signifier le fait que, naturellement, l'Afrique a produit le fait civilisationnel avant la Grèce ou Rome. Donc, c'est souvent bien de le rappeler, d'autant plus qu'il y a plusieurs auteurs, notamment grecs, qui évoquent ces faits. Et cela permet en fait de situer historiquement ou chronologiquement tout au moins le transfert qui a pu se faire depuis la vallée du Nil jusque dans les îles égéennes, les îles grecques. Ces humanités fondamentales africaines dont tu viens de nous parler, concernent-elles seulement les Africains et les Afrodescendants ou concernent-elles l'ensemble des peuples du monde? Alors, lorsqu'il est question de l'Afrique, naturellement, il est toujours question de mettre en relief le fait que c'est ce continent qui a donné naissance à l'humanité. Donc, lorsqu'on parle de l'Afrique, généralement dans ces questions, il est bien évidemment clair pour moi, comme pour tous ceux qui s'inquiètent de ces questions, que produire un discours sur la civilisation africaine, dans ses fondements, c'est également produire un discours sur la notion de civilisation tout court, pour ce qui concerne la plupart des peuples qui vivent actuellement dans le monde, dans le fond. Parce que le point de départ, c'est quand même encore l'Afrique. Et ces populations sorties d'Afrique il y a maintenant plusieurs millénaires ne sont pas sorties vides. Elles sont sorties avec un ensemble de faits, notamment de langues, de culture, etc. Donc ça permet simplement de rappeler que tout le monde est concerné lorsqu'on évoque les humanités fondamentales. Il ne s'agit pas simplement d'un discours orienté vers et ou pour les peuples africains actuellement. Que l'on parle du public occidental ou du public africain, certains te voient toi d'abord comme un noir et moi comme un blanc, avant de nous considérer simplement comme des chercheurs. Quel regard portes-tu toi sur notre rencontre et sur le fait que nous travaillons main dans la main? Alors déjà, le fait que tu mentionnes effectivement que certains te voient comme blanc et moi comme noir, suppose qu'en fait, ces gens-là nous voient à travers les lunettes d'autres personnes, car c'est un discours construit, il ne faut pas l'oublier, que c'était, disons, pendant le siècle des Lumières, qui a eu tout un discours conscient qui a été développé sur la notion de race, donc qui portait sur la notion de race. Et c'est un discours qui n'a aucune valeur scientifique, hein, on est bien d'accord. Et en fait, moi, je pense que l'objectif aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, c'est précisément de baisser les barrières, former des ponts qui permettent d'avoir sur ces questions fondamentales une vue j'allais dire globale, universelle, dans le sens où l'intérêt que tu portes, par exemple, pour les langues indo-européennes et moi pour les langues africaines, permet en fait de révéler un certain nombre de faits qui, si on approche ces questions par le biais de la question des races, etc., on n'aura jamais vraiment le tableau général. Donc il est question pour nous de redonner à l'humanité une chance, à travers nos modestes travaux, de connaître une autre réalité du point de vue de la notion de civilisation et des conditions de la naissance de la civilisation. Voilà. Tu es chercheur indépendant. Aimerais-tu que ton travail interpelle les académiciens? Et as-tu l'impression d'avoir trouvé ta place dans le vaste domaine de la recherche contemporaine? Oui, alors mon travail, c'est sûr, a vocation à investir le champ académique, puisqu'il porte essentiellement sur une nouvelle façon de considérer non seulement la civilisation égyptienne, mais l'écriture des anciens Égyptiens, c'est-à-dire les hiéroglyphes notamment. Et effectivement, c'est un domaine déjà très étudié dans les académies que nous connaissons, dans les départements d'égyptologie notamment. Et évidemment, moi, je ne doute pas que d'ici quelques années, l'intérêt se verra accroître de ce point de vue-là. Alors, si j'ai déjà trouvé ma place, évidemment, naturellement, de mon point de vue, je me situe
dans le sillage du professeur Cheikh Anta Diop, qui a quand même ouvert la voie pour donner à l'Afrique une chance de porter un discours nouveau sur son histoire et en particulier sur l'Égypte antique. Et je crois que cette voie est porteuse de beaucoup de fruits très très positifs et nous travaillons, moi et d'autres, dans ce sens pour sensibiliser le public et vulgariser en fait ces questions auprès du public afin qu'il soit éduqué sur la civilisation égyptienne, notamment le passé africain et les relations que cette civilisation entretient actuellement avec les peuples qui vivent au sud du Sahara. Voilà. Tu proposes une nouvelle méthode de lecture des hiéroglyphes que tu as appelée la méthode Kuma. Alors qu'est-ce que signifie ce mot Kuma? Peux-tu nous dire aussi quelques mots sur ta méthode et qu'est-ce que ta méthode pourrait apporter, selon toi, à l'égyptologie classique? Alors, Kuma, c'est un mot qui existe dans plusieurs langues africaines. Je citerai par exemple le Bambara, donc le Bamanan, pour la nommer précisément, c'est le Bamanan, une langue du Mali, donc la principale langue parlée au Mali, où Kuma a le sens de parole, de dire, etc. Donc c'est un terme qui se rapporte à la vibration, à la parole, au mot. Et c'est un mot qui désigne également l'ibis. Alors pourquoi l'ibis? Bon, en relation avec la méthode que j'ai développée concernant précisément les hiéroglyphes, c'est parce que l'ibis est un oiseau qui représente donc cette divinité qu'on appelle Thoth, qui est le représentant de la science égyptienne. Voilà. Donc il est certain pour moi que ceux qui participeront à nos rencontres au courant de ce week-end culturel qui justifie ma venue ici à Vence sauront certainement davantage sur ces questions. Mais brièvement, en fait, la méthode Kuma, c'est une lecture analytique des hiéroglyphes égyptiens basée sur les langues africaines modernes. Parce que depuis Champollion, qui a fait un travail remarquable dans ce domaine, eh bien, les hiéroglyphes ont été traités d'un point de vue alphabétique essentiellement, donc syllabique ou alphabétique. Aujourd'hui, je montre qu'il faut également y voir une importance accordée au vocabulaire, aux mots. Je me base pour soutenir ce propos sur une note de Diodore de Sicile qui, dans sa bibliothèque historique, rappelait effectivement que la métaphore était un élément essentiel pour l'intelligence des hiéroglyphes. Donc sur cette base, j'ai pu comprendre en fait de quoi il parlait. Et cette méthode analytique nous permet d'accéder à la pensée symbolique du scribe égyptien, ce qui est quand même d'une importance quand on veut comprendre cette civilisation. Très récemment, tu as visité la vallée du Nil pour la première fois. Comment s'est passé ton voyage? Est-ce qu'il a conforté la vision africaine que tu as de la civilisation égyptienne antique? Est-ce que tu pourrais terminer cette interview en nous racontant ce périple? Absolument. Alors, en quelques mots, parce que ce serait long évidemment, c'est un voyage qui a duré 10 jours, qui a commencé au Caire, bien sûr, les pyramides, etc. Bon, ça, c'est des lieux communs que chacun connaît. Mais j'ai été particulièrement frappé par la vallée des rois, donc la visite des tombeaux des pharaons. Et c'est à l'intérieur de ces tombeaux, effectivement, que j'ai eu des expériences particulières. J'ai pu voir de mes yeux cette divinité, ce dieu qu'on appelle Osiris, qui est la pierre angulaire de la civilisation égyptienne, disons tout simplement africaine, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et j'ai également été interpellé par un ensemble d'artefacts qu'on trouve au musée du Caire et qui représente ce symbole que certains appellent la Sématawi, qui est le moment d'unification de la haute et de la basse Égypte. Donc voilà. Et également les pyramides, ce fut une expérience grandiose. J'invite chacun, ceux qui ont la chance de pouvoir visiter la vallée du Nil, vraiment de s'y rendre, car ça permet d'avoir une vision claire cette civilisation, car on se représente les lieux, on est loin à ce moment-là de l'interprétation ni du catalogue. Donc ça permet voilà, de toucher du doigt cette réalité, de bien comprendre que c'est une civilisation qui a réellement existé. Ce ne sont pas des fables qu'on raconte, et voilà. Et c'est faire revivre aussi un peu cette civilisation qui raconte finalement l'histoire d'Osiris et d'Isis, tout ça. Donc pour moi, c'était une expérience très très forte et j'en garde un souvenir mémorable. Voilà. Je compte d'ailleurs y retourner. Là. Ok, merci beaucoup Dibombari. Merci à toi Simon. Merci à tous d'avoir visionné cette interview. Retrouvez le travail de Dibombari sur sa chaîne pédagogique A Contrario, c'est une chaîne YouTube. D'autres vidéos sont à suivre. Merci, à bientôt.